Bonsoir à tous et bienvenue en Normandie pour une soirée spéciale élection départementale. France 3 Normandie a choisi de donner la parole aux candidats en lice pour ce premier tour programmé le 20 juin, c'est-à-dire dimanche prochain. Et après la Manche et l'Eure la semaine dernière, nous nous intéressons à deux autres départements normands ce soir. Tout d'abord, la Seine-Maritime avant l'Orne un petit peu plus tard dans la soirée en compagnie de Laurent Marville. La Seine-Maritime, c'est tout simplement le département le plus peuplé de Normandie. 35 cantons y sont à renouveler. Et quel meilleur décor que cet hôtel du département de Seine-Maritime installé à Rouen pour nous accueillir et pour débattre des sujets qui vous concernent en compagnie de nos invités candidats à cette élection. Avec tout d'abord le président sortant sans étiquette du conseil départemental, Bertrand Bélanger. Vous vous présentez dans le canton de Mont-Saint-Aignan. En face, on va le voir, de trois autres binômes de candidats que nous vous présentons pour respecter l'équité. Sachez-le, ce sera le cas pour tous les candidats. Dans le canton de Barentin, cette fois, c'est le maire de la commune élu en juin dernier, Christophe Bouillon, qui se présente pour le PS. Face à vous concourent trois autres listes. Direction Rouen maintenant, avec dans le deuxième canton Jean-Michel Bérégovoy, candidat pour Europe Écologie Les Verts en duo avec le PS face à trois autres listes. Le troisième canton de Rouen maintenant, où 4 binômes se présentent, dont celui de Maxime Boissière pour La République En Marche et celui de Guillaume Penel pour le Rassemblement National. Nous partons maintenant pour Dieppe, où André Gauthier, cette fois candidat Les Républicains, se présente dans le premier canton face à deux autres binômes, alors que le maire communiste de Dieppe, Nicolas Langlois, candidate lui dans le second canton face à deux autres binômes également. Bonsoir à tous, messieurs. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette règle du jeu du débat démocratique. Résumons, avant de commencer les règles de ce débat, 70 minutes à vous partager, durant lesquelles vous vous exprimerez pour être le plus concret possible pour le département et non pas pour chacun des cantons dans lesquels vous candidatez. C'est important et je saurai vous le rappeler au cours de cette soirée. Ce soir, nous parlerons social. Que mettre en œuvre après la crise sanitaire pour les plus âgés, mais aussi pour les plus jeunes? Comment les accompagner? Quelles actions mener auprès d'eux? Et puis, nous nous demanderons comment garder la Seine-Maritime attractive, elle qui fait partie des départements les plus industrialisés de France, mais elle reste aussi profondément rurale. Alors, comment faire cohabiter justement ces deux aspects et continuer à faire avancer le territoire? Autant de questions à vous poser avant de vous laisser conclure par une thématique que vous avez choisi de mettre en avant. À une semaine du premier tour, entrons donc maintenant dans le vif du sujet. Avec l'une des compétences les plus importantes des départements, l'action sociale. Comment accompagner au mieux ceux qui ont le plus souffert des effets de cette crise du Covid? Commençons peut-être d'abord par les personnes âgées. Le département a la responsabilité des maisons de retraite, mais aussi du maintien à domicile. Première question, quel enseignement tirez-vous de cette crise? On va peut-être commencer par Bertrand Bélanger qui nous accueille ce soir d'ailleurs. Écoutez, d'abord, je souhaite vous accueillir dans cet hôtel du département, vous l'avez rappelé. C'est un moment important aussi de débattre ensemble. Je suis ravi que ce puisse se faire ici à Rouen, l'hôtel du département. Bienvenue à tous. Les solidarités, le domaine social est la compétence principale des départements, tout particulièrement de celui de la Seine-Maritime. La crise sanitaire que nous traversons, que nous avons traversée, que nous traversons encore, est extrêmement riche d'enseignements. Nous avons, en ce qui nous concerne au département de la Seine-Maritime, été au rendez-vous pour permettre à nos concitoyens de pouvoir bénéficier du soutien nécessaire. Voilà. Donc ce secteur des solidarités, accompagner nos concitoyens, accompagner en particulier, vous le citiez, les personnes âgées ou les personnes qui sont en situation de handicap, c'est dans nos missions. Nous entendons évidemment continuer non seulement de le faire, mais d'amplifier tout cela en allant vers nos concitoyens. C'est ce que la crise vous a appris, ça, justement ? Alors, la crise ne nous l'a pas appris, parce que ça encore une fois, c'est dans l'ADN du département. Simplement, nous avons un certain nombre d'exemples qui
qui permettent de montrer que nous avons été extrêmement attentifs pendant toute cette crise au fait qu'il ne fallait laisser personne sur le bord de la route. Je prends juste un exemple, celui du vaccinobus. La vaccination, c'est essentiel. Laisser personne sur le bord de la route, c'était aller vers nos concitoyens, en particulier dans le monde rural. Beaucoup de personnes de plus de 75 ans n'étaient pas vaccinées. Avec les maires, avec le service départemental d'incendie et de secours, avec l'Agence régionale de santé, nous sommes allés dans les communes afin de vacciner nos concitoyens, afin de les protéger. C'était le rôle aussi du département que de coordonner cette campagne de vaccination. Peut-être Jean-Michel Bérégovoy, quels enseignements vous tirez de cette crise pour les personnes âgées en particulier? On parlera des jeunes un petit peu plus tard. Cette crise, d'abord, elle en appelle une autre, c'est-à-dire qu'on voit bien les courbes de température, elle pourrait être bien suivie d'une crise de canicule cet été. Donc on voit bien l'intérêt de nous occuper de nos aînés qui ont souffert en 2003. On s'en rappelle encore, c'est une crise que certains ont peut-être oubliée, mais nous, on se rappelle du désastre qu'a été cette canicule pour la France. Et la période de Covid a aussi démontré la difficulté qu'ont vécu nos aînés. Et je le dis, bien sûr qu'il faut adapter les EHPAD, mais moi, la première chose que j'ai compris, c'est comment on peut essayer de vivre à l'extérieur des EHPAD. J'ai ma mère qui a 88 ans et je vous le dis franchement, j'étais extrêmement heureux qu'elle puisse être restée à domicile. Non pas que les EHPAD n'ont pas des gens formidables qui travaillent, évidemment, ils sont dévoués, on l'a vu, et ils ont été en première ligne. Mais la question pour moi, pour les écologistes, pour la gauche en général, c'est comment on arrive à maintenir ces personnes le plus longtemps possible. Vous savez, j'ai eu l'occasion de piloter pendant plusieurs années un projet d'habitat participatif intergénérationnel sur la Grand-Mare. Et c'est là qu'on a réussi à démontrer avec les habitants qu'ils souhaitaient souvent vivre auprès des leurs, vivre dans leur quartier. Et je pense qu'un des enseignements de cette crise, c'est qu'à la fois il faut traiter nos aînés et bien les traiter, et en même temps leur permettre de vivre dans la société réelle. En tous les cas, c'est ça qu'on souhaite. On souhaite dans cette élection, promouvoir aussi l'habitat intergénérationnel partout sur notre territoire. Voilà, d'autres solutions. Maxime Boissière, peut-être là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Michel Bérégovoy sur ces solutions alternatives? On a bien vu que les EHPAD, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Le maintien à domicile, c'est ce que les personnes âgées réclament le plus souvent, mais ce n'est pas toujours possible dans les conditions actuelles. Comment faire? Qu'est-ce qu'elle vous a appris à vous, cette crise? Bien, cette crise, pour moi, elle est aussi révélatrice d'une crise du lien social. Parce qu'au-delà de la crise qu'il y a eu dans les EHPAD, qu'est-ce qui a le plus manqué? C'est ce lien social. Et c'est là où il faut qu'on agisse, en mettant plus de relations dans les EHPAD. Et je pense notamment à une des actions du département qui a pu être la distribution de tablettes lors de cette crise. Mais il faut aller au-delà. Il faut qu'on puisse développer des solutions alternatives. Et je pense notamment aux EHPAD hors les murs. Effectivement, l'habitat intergénérationnel, peut être une solution, mais il faut qu'on élargisse le champ des possibles. Et puis, il y a cette notion du domicile. Mais effectivement, il faut que le domicile, ça soit une solution qui soit pensée, entourée, avec une relation auprès de ces personnes âgées et souvent en perte d'autonomie. Est-ce que ça passe par plus de moyens, Christophe Bouillon? Je remarque d'abord que la majorité départementale, qui est proche du gouvernement et qui est en surnombre ce soir, a bougé un peu ces derniers temps, mais pas forcément à cause de la crise sanitaire, sans doute à cause des élections. C'est vrai que la crise nous dit qu'il faut accélérer sans doute les transitions. La transition numérique, par exemple. Au-delà de la question de la couverture, on en parlera tout à l'heure sur l'attractivité, j'imagine, il y a la question de ne laisser personne à côté de la route du numérique. Je pense notamment aux collégiens. On souhaite équiper l'ensemble des collégiens de tablettes numériques, mais aussi les personnes âgées qui sont parfois ennuyées quand il y a des démarches administratives à faire et quand on leur demande de le faire uniquement par la voie numérique. Et puis sur la transition démographique, je crois qu'il faut anticiper et préparer la société du vieillissement. Vous savez, on est incapable de prévoir la météo dans 3 jours, 4 jours. Par contre, on est capable de prévoir la part d'aînés dans la population de ce département. Alors justement, c'est le travail du département, ça, justement. C'est dans le cœur des compétences du département. Alors concrètement, ce serait quoi? Je souhaite renforcer le maintien à domicile, mieux considérer les aides à domicile, renforcer aussi le lien à faire dans les EHPAD avec des alternatives en termes de logement participatif, partagé. Il faut aussi, parce que ça c'est un enjeu de société aujourd'hui, une action de prévention en ce qui concerne par exemple les chutes à domicile. Vous savez que les chutes à domicile, c'est une des premières causes aujourd'hui de décès pour les personnes âgées. Il y a des expériences, même dans notre département, je pense au Havre notamment, eh bien je pense que le département doit être pilote en la matière, champion pour faire diminuer ces chutes qui causent dans notre société trop de décès aujourd'hui. C'est prendre la dépendance et les seniors finalement globalement aussi. C'est une vraie question de société. Le département y est confronté aujourd'hui. André Gauthier, là-dessus peut-être vous entendre aussi.
Le Covid a percuté l'ensemble de nos concitoyens. C'est vrai que les personnes âgées, naturellement fragiles, ont été particulièrement touchées par cette crise, et notamment par l'isolement, par la solitude. Et ce que nous avons commencé à faire au département, c'est-à-dire lutter contre cet isolement et cette solitude, doit être amplifié. Je prends l'exemple des tablettes numériques qui ont permis notamment à nos aînés qui sont dans les EHPAD de pouvoir communiquer avec leur famille. Elles sont importantes, mais je pense qu'il faut adapter encore mieux et encore plus à la fois les résidences autonomie, mais aussi les EHPAD pour qu'elles se modernisent et que cet isolement soit le plus réduit possible. Je pense que c'est ça qui a été un des impacts forts, notamment pour les personnes âgées. On parlera des jeunes tout à l'heure, mais pour les personnes âgées, je pense qu'il faut qu'on adapte nos résidences autonomie, nos EHPAD, justement pour éviter cet isolement. Et puis, le président disait « aller vers ». C'est essentiel, aller vers les personnes âgées. Et nous avons l'ambition qu'une personne âgée puisse au moins voir une personne dans la journée. Et il faut nous organiser avec les EHPAD, avec l'ensemble des partenaires, avec l'ensemble des accompagnants sociaux, pour faire en sorte que les personnes âgées puissent au moins voir une personne dans la journée. En plus du personnel soignant, bien sûr. Nicolas Langlois, est-ce que ça passe par plus de moyens, c'est-à-dire aussi plus de recrutement au sein des EHPAD ou même en ce qui concerne les aidants quand on parle du maintien à domicile? Plusieurs choses. Il faut nommer les responsabilités. Si nos aînés ont été isolés pendant plus d'1 an à cause de cette crise sanitaire, c'est parce qu'en France, nous avons manqué de masques, nous avons manqué de moyens dans nos hôpitaux, nous avons manqué de vaccins. On est l'une des seules grandes puissances à ne pas fabriquer de vaccins actuellement sur la planète. Et que les responsables, ce sont celles et ceux qui ont asphyxié notre hôpital et qui, hier, refusaient de donner des moyens dans les EHPAD. Vous avez raison de parler de moyens. Et les agents dans nos EHPAD ou les salariés dans les EHPAD privés, qui, il y a 2 ans, réclamaient davantage de moyens pour les EHPAD et pour leur travail, sont encore en attente parce que le Ségur de la santé n'est pas au rendez-vous de ce point de vue-là. Moi, demain matin, je serai avec les oubliés du Ségur, qui continuent à prendre soin des gens et qui ne sont pas reconnus par le département. Et puis, autre chose, la retraite, le 3e, le 4e âge, ce n'est pas forcément une galère. Ce n'est pas forcément synonyme d'EHPAD ou de résidence autonomie. On a dans nos communes, dans nos territoires, tout un tas de personnes qui ont pris de l'âge mais qui restent actives dans les conseils municipaux, dans les associations, qui ont été dans les solidarités concrètes pendant le confinement parce que ce sont souvent les premières, et c'était des femmes couturières, à coudre des masques. Et tous ces habitants de la Seine-Maritime, il faut qu'on les accompagne dans leurs activités. Et moi, je me dis qu'en termes de propositions concrètes, le transport gratuit pour les plus de 65 ans, ce serait bon pour leur déplacement, ce serait bon pour la sécurité routière, ce serait bon pour l'environnement. Et puis Christophe Bouillon parlait des aides à domicile. Si notre département, l'un des plus peuplés de France, prenait son bâton de pèlerin et travaillait à créer un statut pour les aides à domicile pour qu'on les reconnaisse avec un vrai salaire, un vrai droit au congé, un vrai droit à la formation, ce serait bien mieux que les primes, parce que quand vous gagnez 1 000 € par mois, les primes, ça va 2 minutes, mais ça ne fait pas le taf à la fin. Guillaume Penel, on ne vous a pas encore entendu sur cette question-là. Là, on parle vraiment d'envisager d'autres dispositifs et d'envisager aussi autrement, finalement, la place des seniors. Et puis la question de la dépendance, c'est aussi le rôle du département, ça, aujourd'hui? Oui, c'est une certitude, mais cette crise a surtout révélé les failles de notre État, un colosse au pied d'argile, finalement, parce que les politiques de gauche et de droite qui ont été menées jusqu'alors, finalement, se sont révélées catastrophiques. L'hôpital s'est retrouvé à nu, on a couru après des lits de réanimation qui sont toujours jamais venus. On s'est aperçu que les petites communes n'avaient plus de centres médicaux, que les petites communes n'avaient plus de médecins spécialistes. Et ça, c'est leur bilan. Aujourd'hui, ils sont tous ensemble. Vous avez remarqué, vous avez trois invités pour la même majorité départementale. La tête, représentée par M. Bélanger, de La République En Marche. Le corps de M. Boissière, c'est La République En Marche. Ils sont alliés ensemble. Le référent de La République En Marche est allié avec les LR, les pieds qui courent après. Et en fait, il synthétise cet échec cuisant de la transformation de l'hôpital et l'hôpital de proximité. Parce que si on n'arrive pas demain à démétropoliser les grands centres urbains et à redonner de l'esprit, du souffle aux petites communes, l'avenir est aux petites communes. L'avenir est à Neuchâtel, à Blangy. Et il faudra impérativement construire des EHPAD et pas à 2 000 € par mois. Pas à 2 000 € par mois. C'est un pur scandale. Est-ce que vous imaginez que des personnes aujourd'hui qui ont 70, 80 ans, qui ont travaillé durement toute leur vie dans l'industrie, dans le monde agricole, parfois peut-être même 60 ans, on leur demande 2 000 €.
2 000 € pour vivre dans un EHPAD. C'est un pur scandale. C'est un pur scandale et c'est la même chose pour les personnes en situation de handicap. On parlait de l'aide à domicile, mais elle n'est jamais venue. Combien de personnes en situation de handicap, combien de familles avec des enfants handicapés ont attendu pendant la crise des spécialistes, des éducateurs à leur domicile pour pouvoir pallier aux difficultés du handicap, de l'autisme, des enfants en fait, qui ont vécu aussi des situations Ça peut extrêmement permettre de créer justement d'autres dispositifs qui n'existaient pas. Cette il va crise, falloir elle mettre le paquet. sert aussi à Et ça. c'est une philosophie. Le département doit agir. Bien sûr qu'il doit agir dans la proximité. Mais si on continue à tout concentrer dans les grandes métropoles, comme le veut la psychologie, la sociologie en fait de M. Macron et de ses amis, c'est l'hypermétropolisation. Si on ne redonne pas de l'oxygène à nos petites communes, à la proximité, au fait qu'il faut travailler et vivre dans les petites communes, pour attirer des médecins, pour attirer des spécialistes, pour rester chez soi, c'est une évidence, eh bien on n'y arrivera pas. Donc ça se fait à l'échelle du département, bien sûr, mais ça doit se faire à l'échelle de la région, et c'est bien sûr à l'échelle de l'État. Bertrand Bélanger, vous voulez répondre à ce que vient de dire Guillaume Pellier ? Oui, ce sujet est suffisamment important, évidemment, pour qu'il ne prête pas à la polémique. Nos personnes âgées, nos personnes en situation de handicap méritent beaucoup mieux, incontestablement. Nous parlions des aides à domicile. Elles sont 12 000 dans le département de la Seine-Maritime. Ce sont des femmes et des hommes qui consacrent leur temps pour venir en aide à celles qui sont les plus fragilisées. C'est ce que nous avons fait pendant cette crise sanitaire. Nous étions à côté des aides à domicile. Nous leur avons à 2 reprises offert des primes. Quand je dis offert des primes, c'est que nous avons reconnu naturellement le travail qu'ils ont réalisé. On parlait des personnels soignants qui ont fait un travail remarquable pendant toute cette crise. Ne pas oublier les aides à domicile. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un métier difficile. C'est un métier de contact, c'est un métier du cœur. Nous sommes la collectivité du cœur. Permettre aux aides à domicile d'avoir un statut, le Ségur de la santé y travaille actuellement, c'est permettre le maintien à domicile de nos concitoyens. Il faut graduer les choses. D'abord, le maintien à domicile, permettre à celles et ceux qui prennent de l'âge ou qui sont en situation de handicap de pouvoir rester accompagnés chez eux. Ensuite, après, nous avons des résidences autonomie que nous avons d'ailleurs pris l'initiative d'aller vacciner là aussi dans les résidences autonomie nos concitoyens. Et ensuite, après, il y a les EHPAD. Nous avons doublé en 6 ans nos investissements en faveur des lits d'EHPAD. Nous sommes à 25 000 € par lit d'EHPAD d'investissement. Lorsque nous sommes arrivés, il y a 6 ans, 10 000 €. Nous avons plus que doublé ces montants, parce que c'est important, parce qu'il faut accompagner nos concitoyens à tous les âges de la vie. Et parce que ce n'est pas fini non plus, à mon avis. 886 millions d'euros ont été investis par la Seine-Maritime ou sont investis par la Seine-Maritime en 2021 dans l'action sociale. L'action sociale, ça concerne les familles, les personnes âgées ou encore les jeunes sur un budget total d'1,8 milliard d'euros. Voilà, c'était pour quelques chiffres, mais c'est important que vous les sachiez. Eux aussi sont les autres victimes de cette crise, moralement, économiquement et financièrement. Comment aider les jeunes cette fois à passer le cap? C'est une compétence là aussi du département, mais le département la partage avec la région. Comment faire que les jeunes, regardez que l'on a vu si nombreux, c'est une image qui a été assez terrifiante durant cette crise, des jeunes qui fréquentaient les collectes de banques alimentaires ou même les collectes alimentaires qui ont fleuri durant le confinement, grâce d'ailleurs à d'autres étudiants qui s'étaient pris par la main pour organiser toutes ces collectes. Ça a duré des semaines, des mois d'ailleurs. Comment prendre le relais, par exemple Nicolas Langlois, sur ce besoin-là? Comment leur répondre concrètement aux jeunes, eux qui parfois connaissent mal en plus le département? Les images que vous montrez témoignent qu'on est à l'os, qu'on était à l'os avant la crise sanitaire et qu'on l'est encore, parce que il est injuste dans notre pays que quand on a moins de 25 ans, on n'est pas accompagné. On doit dépendre de ses parents parce qu'il n'y a pas de revenu minimum pour la jeunesse. Et ça, je crois que le département de Seine-Maritime, avec d'autres départements, pourrait aussi être novateur dans ce domaine-là, en lien avec la région, pour avoir un département et une région qui prennent soin. Et puis la jeunesse, c'est l'école. Le département co-préside le conseil départemental de l'éducation nationale. On a un président qui est sympa, mais qui est complice d'Emmanuel Macron dès qu'il s'agit de la carte scolaire. Demain, il faut que le département dise à Jean-Michel Blanquer, le ministre, et à son représentant, l'inspecteur d'académie, les fermetures de classes, les fermetures d'écoles, ça suffit. Et puis on veut des moyens parce que derrière les classes et derrière la réussite de nos enfants, il faut des enseignants, il faut des agents qui les accompagnent à l'école, dans les collèges, dans les lycées.
Et puis, les jeunes, ils ont surtout besoin qu'on les accompagne aussi dans leurs projets. Pour réussir, pour s'exprimer, il y en a beaucoup qui décrochent en ce moment. Et moi, je pense qu'à l'image du Calvados, la Seine-Maritime pourrait accueillir 3 écoles de la deuxième chance pour attraper tous les décrocheurs sur le territoire rouennais, sur le territoire havrais, puis sur le territoire dieuppois. Celles et ceux qui n'ont pas trouvé leur voie dans le cadre ordinaire de l'éducation nationale, on pourrait les aider et on sait que des décrocheurs, il va y en avoir beaucoup dans les mois qui viennent. André Gauthier, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes, clairement, après ce Covid? À l'évidence, et on y est encore d'ailleurs, pardon. Les jeunes ont été particulièrement fragilisés. Je pense qu'on ne mesure pas encore les effets sur notre jeunesse de ce confinement. Être confiné chez soi, alors qu'on est à l'âge où on est ensemble, on partage des moments avec ses camarades, ça n'est pas normal. Et je pense qu'il faut aujourd'hui redonner la possibilité à notre jeunesse de pouvoir se réengager, de pouvoir rentrer dans les associations. Il y a quelque chose de très fort aujourd'hui qui se passe, c'est que depuis 1 an et demi, l'engagement dans les associations, qu'elles soient culturelles ou qu'elles soient sportives, est à l'arrêt. Et cet engagement, il est dans la plupart des associations sportives et les associations culturelles, ce sont essentiellement des jeunes. Et nous, notre proposition, ensemble, la Seine-Maritime, c'est de faire en sorte qu'avec une aide substantielle, on permette de se réengager. Je voudrais juste revenir sur ce que disait M. Penel, avec l'exemple qu'il citait d'une majorité qui doit aller au plus près des territoires. Je pense que jamais une majorité n'a été aussi proche de l'ensemble des territoires, notamment des territoires ruraux. Et les jeunes se trouvent aussi sur ces territoires ruraux. Qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là, justement? Christophe Bouillon, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes en général, et puis plus spécifiquement peut-être pour ceux des territoires ruraux, justement? D'abord, sans doute, M. Bélanger, par modestie, a oublié de dire tout à l'heure que sur la question de la vaccination ou sur la question des aides à domicile, il a fallu s'y prendre à plusieurs fois pour vous demander, en effet, que les départements puissent faire un effort substantiel. Ce que je remarque, en effet, c'est que la jeunesse a beaucoup souffert pendant cette crise sanitaire. Ce n'est pas terminé. Elle a souffert d'abord dans des conditions d'études qui étaient parfois déplorables. Elle a souffert aussi pour la question alimentaire parce que, tout simplement, faute d'avoir des petits boulots, comme on dit, pour pouvoir subvenir à ses besoins, elle a été mise en difficulté. Il faut saluer, d'ailleurs, l'initiative prise par les étudiants eux-mêmes, par des organisations étudiantes, aidées par les collectivités. Toutes les collectivités, d'ailleurs, les ont aidées pour faire en sorte de venir en aide auprès de leurs camarades étudiants. Je crois qu'en la matière, il faut enfin franchir le cap qu'ont franchi un certain nombre de départements en France de la question du revenu de base jeunesse, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on s'intéresse enfin dans ce pays aux moins de 25 ans qui ont parfois aucun moyen de subsistance, des difficultés. Vous l'avez par ailleurs souligné, il y a des différences qu'on peut établir entre des jeunes qui vivent dans des territoires ruraux, où s'ajoute à cela la question des mobilités, même si c'est une responsabilité première de la région. Mais en même temps, on voit bien quelque part qu'il y a tout un enchaînement de difficultés qui sont devant les jeunes ruraux. La mobilité, l'accès à l'emploi, l'accès à des services, la question du numérique. Donc je pense qu'il faut mettre le paquet, excusez-moi l'expression. Avec un revenu minimum notamment? Avec un revenu pour les jeunes, à votre... Un revenu minimum de base, tout simplement pour faire en sorte que ces jeunes, c'est quand même terrible, au XXIe siècle, d'être confrontés au fait que des jeunes étudiants soient obligés soit de bénéficier d'initiatives étudiantes pour accéder à l'alimentation, tout simplement, à de quoi se nourrir, ou même, on a vu aussi auprès des Restos du Cœur, par exemple, ou de la Banque alimentaire, changer le profil des bénéficiaires et voir à la fois des jeunes, mais aussi, il faut le dire, des personnes plus âgées qui sont tout d'un coup venues dans ces structures qui font un travail formidable et qu'il faut accompagner, que les collectivités d'ailleurs accompagnent. Moi, je trouve que ce n'est pas normal aujourd'hui que les jeunes soient confrontés à ce genre de situation. Il faut sortir des débats d'un autre temps et oser, à un moment ou à un autre, l'expérimentation, comme plusieurs départements en France souhaitent le faire. On l'a fait, par exemple, sur territoire zéro chômeur de longue durée. Et on a vu les bénéfices. D'ailleurs, il y avait unanimité à l'Assemblée pour promouvoir cette initiative. Pourquoi ne pas le faire pour les jeunes? Maxime Boissière, un revenu minimum pour les jeunes, vous seriez pour? Moi, je ne suis pas forcément pour. Moi, je pense qu'il y a besoin d'accompagnement, de porter un projet quand on est jeune. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir une allocation.
clairement, il faut qu'on puisse avancer et qu'on puisse être, le département puisse être aux côtés de cette jeunesse pour aller trouver une formation, pour pouvoir aller... Mais comment être aux côtés après cette crise du Covid, justement? Quand on les voit, là, ces jeunes qu'on a vus tout à l'heure, pour certains, hein, pas tous, mais pour beaucoup quand même. Oui, mais en même temps, cette crise du Covid, elle est venue mettre en lumière une situation qui était existante depuis bien longtemps. Et c'est peut-être là où il faut qu'on puisse se saisir, qu'on puisse faire peut-être tous corps autour de cette jeunesse pour qu'on puisse leur proposer un avenir. Et cet avenir, il passe par une formation, il passe par des démarches d'insertion. Voilà, parce que effectivement, enfin, moi, cette situation, je la trouve scandalisante. Enfin, je pense qu'on a toutes et tous été très émus quand on a vu ces images avec ces jeunes qui étaient en attente d'une aide alimentaire. Le département était à leur côté, ici à Rouen et au Havre, lorsqu'il a fallu accompagner avec d'autres collectivités. Mais voilà, il faut qu'on ait, je pense, une véritable ambition, une ambition vers l'insertion, une ambition vers la formation pour offrir des perspectives à la jeunesse. Voilà, je ne suis pas sûr que juste un revenu, ça apporte des perspectives tout de suite. Et puis moi, je voulais revenir aussi sur les collèges qui sont voilà, l'étape un peu avant. Quand M. Langlois dit qu'on manque de moyens et on manque d'ambition sur nos collèges, quand on a une collectivité qui met 700 millions d'euros pour les collèges en Seine-Maritime, je ne suis pas sûr qu'on manque d'ambition et qu'on manque de moyens. Ils doivent retrouver un emploi, vous le disiez à l'instant, et puis une vie sociale. Donc, mais il y a la culture et le sport peut-être aussi qui peuvent aider. Ça aussi, ça fait partie des missions du département, Bertrand Bellanger. Oui, bien sûr. Et c'est important d'accompagner les jeunes vers la pratique du sport et la pratique de la culture. Un exemple, on propose un pass, 25 € pour tous les collégiens, sans condition de ressources, pour leur permettre de retrouver, à l'occasion de la rentrée, une inscription dans un club de sport, dans une association culturelle, voilà, pour reprendre le chemin de la participation et de retrouver les autres. Voilà un moyen concret d'accompagner les jeunes. Vous savez, moi j'ai été, pendant cette crise sanitaire, extrêmement impressionné par la solitude dans laquelle se trouvaient en particulier les étudiants, que ce soit sur le campus de Rouen, que ce soit sur le campus du Havre. Nous avons engagé des moyens considérables pour leur venir en aide. Alors évidemment, sur l'aide alimentaire, on a multiplié par 4 nos crédits, exceptionnellement, évidemment, pour pouvoir venir en aide à des étudiants qui n'avaient pas les moyens de pouvoir s'alimenter, ce qui est absolument dramatique. Nous avons attribué au Crous, pour alimenter, abonder le fonds social du Crous, la somme de 2 millions d'euros, c'est-à-dire 150 € par étudiant. Ils sont 12 000 étudiants boursiers dans le département de la Seine-Maritime pour pouvoir faire face à cette situation. C'est une palette globale qu'il convient de déployer afin que notre jeunesse, qui a été fortement fragilisée par le Covid, puisse retrouver un chemin vertueux. Est-ce que vous seriez d'accord avec la proposition du revenu minimum proposée par Christophe Bouillon, par exemple? Si vous me permettez, proposé également par le champion macroniste dans les Hauts-de-France et également aussi dans l'Île-de-France. Donc ce n'est pas une proposition complètement farfelue. Bertrand Bellanger. Il n'est pas question de considérer que c'est une proposition farfelue. Christophe Bouillon a parlé d'expérimentation. Dans le département de la Seine-Maritime, nous sommes les champions de l'expérimentation. On expérimente en ce moment, M. Bouillon doit le savoir, le service public de l'insertion et de l'emploi. Comment faire pour redonner de la dignité à nos concitoyens? Et les jeunes en font partie. C'est le travail. Conduire vers le travail, c'est-à-dire évidemment contribuer aux bonnes conditions de la formation, mais c'est aussi accompagner vers le travail. Entretenir la précarité au moyen d'une allocation, ce n'est pas notre tasse de thé, c'est la dignité de nos concitoyens dont il s'agit. Apporter une allocation n'est pas suffisant. Il faut leur redonner le chemin, le bon chemin, c'est-à-dire celui qui permet de conduire à l'emploi. C'est l'emploi qui donne la dignité, monsieur. Vous voyez, vous avez, excusez-moi, la démonstration. Après, M. Bérégovoy. Très rapidement. Le département a supprimé les bourses aux collégiens. 5 000 collégiens qui venaient de familles modestes, qui ne sont plus accompagnés par le collège pour réussir leur scolarité. Et dans le même temps, on a La République En Marche, 3 versions différentes, mais qui, au bout du compte, est sur la même ligne, qui dit au collège, comme dans tout le reste de la société, les premiers de cordée s'en sortent bien parce que les parents peuvent les accompagner. Quant aux autres qui ont besoin de solidarité, alors qu'on vit une crise sans précédent. Même après la Seconde Guerre mondiale, nous n'avions pas vécu ça. On nous dit qu'il faut qu'ils aillent vers le travail, pas de solidarité pour ces jeunes-là, pas de solidarité pour leur famille. C'est la raison pour laquelle il faut changer dimanche prochain. Vous prenez des mesures exceptionnelles. Je voudrais donner la parole à M. Bérégovoy, qui n'a pas encore parlé aussi sur le sujet. Et puis après, M. Penel, très rapidement, on passera à un autre thème.
Oui, moi, ce qui me surprend dans ce débat, c'est qu'on parle émotion. On a tous de l'émotion. On parle expérimentation, c'est normal, mais nous, on attend vraiment des actes. Ce qu'attendent les Rouennaises, les Rouennais, les Cénomarins, les Cénomarines, c'est qu'une fois élus, on passe à des actes forts. Objectivement, moi, je suis enseignant, et quand je suis sorti de ce confinement, comme chacun d'entre vous, je me suis retrouvé face à celles et ceux, mes élèves, qui ont vécu dans 40 mètres carrés, sans balcon. Ça, la réalité. Et je vous dis la vérité, le décrochage a été terrible. Pas parce qu'ils sont mauvais élèves. Il y avait d'excellents élèves qui ont décroché. Parce que, évidemment, les conditions de vie sont dramatiques. Donc dire aujourd'hui, travailler sur le logement aussi. C'est important, la jeunesse, c'est aussi le logement. Je rappelle que le département a baissé le fonds de solidarité logement, les budgets. Et c'est fondamental aujourd'hui de remettre des moyens considérables là-dessus. Parce que sans logement, je ne vous ai pas coupé, sans logement, on n'existe pas dans cette société. Et quand même, j'entendais les gens dire exactement la même chose à droite à l'époque, sur le RMI, puis le RSA. Il ne faut pas l'emploi, il faut aller, sinon ça va rendre les gens feignants, etc. Mais personne aujourd'hui ne dit qu'il faut le retirer. Oui, il y a une anomalie historique désastreuse, c'est qu'à l'époque, on n'a pas su pointer les 18-25 ans. Et on se retrouve avec une génération de 18-25 ans qui est en grande difficulté, qui est courageuse, qui produit, qui réfléchit, qui, je vous garantis, qui est solidaire, qui essaye de faire en sorte que la société s'apaise. Mais la société ne cherche pas à leur donner des solutions. Donc oui, bien sûr que ce revenu minimum, c'est absolument fondamental. Et puis notre rôle, c'est de lutter contre le décrochage scolaire. Il est important, fondamental. Comment ? Et c'est vrai que le ministre de l'Éducation nationale, il peut faire des grandes phrases, mais l'arrêter sur les collèges quand vous venez, et je connais quelques collèges placés sur une certaine partie de Rouen, dont je ne parlerai pas ici, puisque nous ne pouvons pas le faire, parle pour le département. et qui sont vraiment aujourd'hui en manque de moyens importants. Sur une autre partie de Rouen, je ne suis pas candidat, il y a des jeunes qui faisaient un spectacle il y a quelques jours, aidés par le CDN. Les gens qui ont assisté à ça, et mon ami Stéphane Marteau y était, ils ont pleuré tellement que c'était beau. 80 élèves d'un collège. Aucun moyen donné par l'État là-dessus. C'est la ville, c'est la métropole qui a aidé. Et en réalité, ce collège-là risque d'avoir des classes qui ferment cette année. Voilà la réponse. Donc bien sûr, il faut faire en sorte que les collèges soient bien dotés. Il faut faire en sorte d'aller parler fortement au ministère pour que là aussi, il y ait des moyens de l'État qui suivent. Et évidemment, il faut soutenir les associations. Vous savez, quand j'étais plus jeune, il y avait des difficultés. Vous avez entendu qu'il y a eu un drame qui s'est passé à Rouen il y a quelques heures de cela. Mais quand on était jeune, moi j'ai connu des gens qui auraient pu aussi arriver à faire des bêtises. Je vous garantis, je suis né à la Poudrière, à la Sablière, j'ai vécu 17 ans. Aujourd'hui, je travaille depuis 25 ans dans REP+. Mais à l'époque, il y avait des maisons de quartier, il y avait des éducateurs, il y avait toute une faune sociale qui était là pour nous accompagner et qui a totalement disparu. Justement, moi je voudrais poser aussi la question à Guillaume Penel. Est-ce que ça passe par là ? Il faut absolument relancer ces politiques-là et mettre les moyens. Guillaume Penel. Le département n'a pas vocation à substituer à l'État et n'a pas vocation à distribuer de l'aide sociale. On a un des départements les plus endettés de France, à cause de M. Bouillon, en tout cas pas directement lui, mais sa famille politique. Et finalement, en 6 ans, on n'a pas véritablement changé les choses. Il y a 2 aspects, parce qu'il faut revenir aux compétences du département, c'est important, les collèges. On a effectivement des jeunes qui ont décroché, pas 1 année, 2 années, parce que le distanciel, en fait, c'est 2 ans. Tout à l'heure, j'ai entendu, il va falloir distribuer des tablettes et des ordinateurs. Très bien, si on a du réseau, si le réseau fonctionne. Combien de familles se sont confrontées à cette problématique qui est liée au numérique ? C'est-à-dire qu'on avait des réseaux insuffisamment armés. Les espaces numériques de travail. Exactement. C'est-à-dire qu'on était incapable de prévoir ça. Et c'est encore la réalité aujourd'hui. Quand vous voyez vos enfants se connecter le soir, ah ben non, on n'a pas réussi à télécharger le fichier du professeur d'histoire-géographie, celui de mathématiques, c'est un vrai problème. Et alors, bon, la solution n'est pas dans le distanciel. C'est une catastrophe absolue, on le voit. Et on a fait ce qu'on a pu à ce moment-là. Oui, voilà, j'espère qu'on mettra le paquet. Mais comment revenir justement sur ces difficultés qu'on a rencontrées chez les jeunes ? Parce que l'éducation nationale, vous le savez, c'est un désastre absolu. C'est un désastre en mathématiques, c'est un désastre en lecture et en écriture. Nous, on propose une solution concrète. Les étudiants, on parlait des étudiants. Eh bien, on va recruter des étudiants, on va les rémunérer, on va les faire travailler dans les collèges le soir pour aider les élèves en difficulté. C'était pas le cas déjà, ça, avant ? Oui, mais ça n'a pas existé. Où ils sont ? Voilà, on peut créer des dizaines et des dizaines d'emplois, notamment dans les petits collèges. Parce que, je reviens à ce que je disais aujourd'hui, l'avenir est aux petites communes, aux moyennes communes. Un désastre, la fermeture des écoles de village. La ruralité est totalement abandonnée. On est capable, dans les quartiers prioritaires, dans l'agglomération de Rouen ou du Havre, de dédoubler les petites classes, de dédoubler
Très bien, ça coûte une fortune. Pendant ce temps-là, on ferme des écoles dans les villages, on ferme les écoles à Neuchâtel-en-Bray, à Yvetot, voire même dans certains quartiers de Rouen. Et ça, c'est qui ne sont l'État, c'est sujetés pas le à la politique département de la ville. Oui, mais c'est une réalité. Il faut agir là-dessus. Si on n'agit pas pour sauver la ruralité, sur la fermeture des petites classes, eh bien comment attirer des entreprises? Comment attirer des médecins? Comment attirer des éducateurs formés si on ferme les écoles? Il y a une école dans le village? Il y a une école dans la commune? Justement, non, il n'y en a pas, donc on ne viendra pas. Justement, on va parler attractivité dans le département. L'incendie de Lubrizol en septembre 2019 aura sans doute réveillé certaines consciences, puis c'est la crise sanitaire qui a pris le relais et nous a forcé à nous interroger en fait sur la place à accorder à notre environnement, à la façon dont nous concevons aussi l'aménagement de notre espace. Plus de 131 millions d'euros y sont consacrés cette année en Seine-Maritime. Mais à quoi exactement? La Seine-Maritime est un département où industrie et agriculture s'entremêlent, où les éoliennes devront cohabiter avec des espaces naturels dits sensibles. Et pour rester attractives, des aménagements seront peut-être nécessaires. Comment développer, messieurs, le département tout en préservant le territoire? C'est vraiment une vaste question. Comment y parvenir, Bertrand Bélanger? Et après, on fera le tour. Écoutez, d'abord, il faut dire que le département de la Seine-Maritime est à la fois un département industriel et un département rural, et c'est sans doute ce qui fait aussi sa grande qualité. S'agissant de l'agriculture, nous avons une agriculture diversifiée dans le département de la Seine-Maritime, mais nous avons surtout des agriculteurs. Nous avons mis en place, depuis maintenant 6 ans, un dispositif permettant d'aider les agriculteurs dans leurs petits investissements. 1500 investissements ont été réalisés pour les agriculteurs sur leurs petits investissements depuis 5 ans. C'est en particulier prendre en compte la pénibilité de leur travail, leur permettre d'être plus compétitifs et d'exercer leur métier. Ça, c'est pour l'agriculture. Pour l'industrie, nous avons un département puissant, historiquement industriel. Il convient évidemment de le sécuriser avec les PPRT, etc., avec toute la considération qu'on peut apporter naturellement à l'environnement et aux risques industriels. Mais c'est aussi une richesse, notre industrie. C'est aussi une richesse. La vallée de la Seine est une vallée industrielle. Depuis quelque temps maintenant, les ports de Rouen, de Paris et du Havre ont fusionné pour réaliser le plus grand port de France. Tout ça, c'est important, tout ça, ça va ensemble. Il est important de réaliser les infrastructures qui vont bien, les infrastructures routières, s'agissant du département de la Seine-Maritime, où nous entretenons 5800 km de routes. Et lorsque l'on parle des routes, on ne peut pas ne pas parler du contournement est de Rouen. Vous pensez bien que j'allais vous en parler. Absolument indispensable. La région et le département ont d'ailleurs travailler ensemble afin que ce contournement puisse se réaliser, puisque la métropole est défaillante sur ce sujet. C'est un véritable élément d'attractivité. Est-il concevable qu'aujourd'hui, Rouen soit la dernière agglomération de France à ne pas être dotée d'un contournement? Voilà des sujets qui sont importants, voilà des sujets pour lesquels le département est partie prenante, prend ses responsabilités. Ça n'est pas forcément le cas de tout le monde. Je n'ai toujours pas compris. M. Bouillon nous donnera peut-être une explication pourquoi les élus du Parti socialiste qui ont défendu ce dossier de contournement est pendant des années, en l'espace de 2 ans, que s'est-il passé? La fée verte, peut-être, s'est penchée sur le berceau socialiste. En tous les cas, la décision de la métropole de ne plus porter ce projet porte un préjudice considérable à notre territoire. La région et le département sommes au rendez-vous. On posera la question tout à l'heure à Jean-Michel Bérégovoy, qui n'est pas une fée verte, je pense, mais Christophe Bouillon, vous pouvez peut-être répondre. C'est vrai que le département est passé de 22 à 40 millions d'euros, c'est ça, le 7 avril dernier, après un vote en session plénière. 38 contre 31, c'est dire si le projet fait polémique quand même. Ça permettrait d'abord de répondre à la question de l'attractivité, parce qu'elle est essentielle. C'est vrai que notre territoire, il y a de formidables atouts. C'est à la fois un territoire avec une façade maritime, vous l'avez oublié, avec une agriculture et une industrie qui est forte, qui est historiquement forte. Moi, je considère qu'une industrie sûre, c'est une industrie sûre de rester. L'attractivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit permettre à des personnes de venir vivre chez nous et aussi à des personnes de chez nous de rester ici. On doit aussi attirer de l'emploi, de l'activité économique. Pour cela, il faut des services publics, il faut des infrastructures. Permettre à des personnes de poser leurs valises dans nos communes, c'est leur offrir aussi de bonnes conditions d'études pour leurs enfants. Sur les collèges, excusez-moi du peu, je parle aux 3 représentants de la majorité départementale proche du gouvernement, vous avez été très mauvais.
vous avez supprimé des emplois publics dans ce département, des agents publics, plus de 470. Vous avez raboté aussi les dotations que l'on doit au collège. Je crois qu'en la matière, et c'est important lorsqu'on est un jeune couple et qu'on souhaite s'installer quelque part, de se dire, mais demain, de se projeter un peu, de se dire demain où mes enfants seront scolarisés. De la même façon, vous parliez tout à l'heure de dignité, est-ce que c'est digne de mettre des coups de rabot sur des associations? Je pense notamment à Insert Santé qui évolue dans le département, où vous avez, par les coups de rabot auxquels vous avez procédé, supprimer des emplois et empêcher que ce travail à domicile soit fait vis-à-vis des personnes les plus en difficulté. Donc on voit bien que cette politique, elle ne marche pas. Et sur la question de la transition écologique est essentielle aussi en termes d'attractivité. Aujourd'hui, c'est un fait, et ça a été conforté par la crise sanitaire, on souhaite s'installer quelque part quand on a le sentiment que, on considère que la transition écologique, c'est une urgence. Sur le contournement S, Monsieur Bélanger, le plus malin dans l'affaire, vous savez, c'est qui? C'est votre ami, aujourd'hui ministre du gouvernement, Sébastien Lecornu. Parce que lorsqu'il était président du département de l'Eure, lui, il a retiré ses billes. Il a renoncé à financer cette autoroute à péage, considérant que ce n'était pas la compétence d'un département. Vous l'avez dit vous-même, vous avez déjà 5800 km de route départementale. N'est-ce pas suffisant pour faire en sorte déjà de bien entretenir ces 5800 km? J'ajoute à cela parce que c'est aussi important. C'est une infrastructure qui est décidée par la loi au niveau national. Que vient faire dans cette affaire le département de Seine-Maritime? Je rappelle d'ailleurs que lorsqu'il y a eu l'A150, l'autoroute à péage entre Yvetot et Barentin, le département n'a pas participé à cette infrastructure. Donc, soit vous avez décidé de transformer votre collectivité actuellement en succursale du gouvernement ou en sous-traitant de la région, mais moi je considère que ces moyens-là, ils doivent être mis là où sont les compétences du département, les routes départementales, les solidarités, la jeunesse, aider les aînés, mais ne pas être en quelque sorte le bouche-trou de l'État qui, je le rappelle, parce que vous avez évoqué, M. Penel, la dette. Vous savez quelle est la plus grosse dette du département? C'est l'argent que lui doit l'État, faute de compenser les transferts de compétences qu'il y a eu lieu. Notamment les C'est 9 milliards. C'est 9 milliards. 1 milliard de dettes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Association des départements de France qui vous dépensez sans compter. Œcuménique 9 milliards. C'est les ça impôts, que doit le contribuable l'État au département en France. Moi, j'avais une question quand même. Après, M. Boissière, ça va être à vous. Monsieur Langlois, est-ce que cet équipement, il est toujours aujourd'hui nécessaire? Parce qu'on le voit bien, les déplacements doux progressent aussi dans la métropole. Ça fait partie des questions qui sont mises sur la table. Et puis, on ira voir M. Bérégovoy après, bien sûr. Mais est-ce qu'il est encore nécessaire et adapté aux besoins aujourd'hui? Il suffit de regarder Rouen le matin, le soir, sa situation. À chaque fois qu'il y a un tout petit accrochage sur l'une des infrastructures de Rouen, c'est la thrombose complète dans cette agglomération. Et refuser ce qu'ils ont accepté, ce qu'ils ont proposé hier, c'est-à-dire de financer cette infrastructure, c'est non-assistance à personne en danger. C'est non-assistance à personne en danger parce que c'est aussi un problème de santé. C'est un problème de santé publique pour les habitants de la métropole. Nous savons très bien aujourd'hui que les habitants de la métropole souffrent plus qu'ailleurs des problèmes pulmonaires, parce que justement, il y a le rejet des gaz d'échappement des voitures qui, mais est-ce évidemment, que ça va pas être déplacé, dans la thrombose routière de l'agglomération, ça crée une pollution extrêmement importante, avec en effet ses conséquences sur la santé, notamment des plus jeunes et des plus fragiles. Et refuser le contournement aujourd'hui, c'est non-assistance à personne en danger. D'ailleurs, je remarque, M. Bouillon, que votre majorité précédemment, qui s'était engagée financièrement dans cette infrastructure qui est essentielle, non pas simplement pour l'agglomération rouennaise, mais aussi pour l'ensemble du département. Moi, je voudrais faire réagir Jean-Michel Bérégovoy. C'est un dossier que vous connaissez bien, le contournement Est. La région, le département de Seine-Maritime, aujourd'hui, le disent. Il faut poursuivre le projet. Il y a une autre alternative qui a été proposée par Nicolas Mayer-Rossignol. Où on en est aujourd'hui? D'abord, je voulais revenir sur l'attractivité, si vous permettez. Allez-y, je vous en prie. Je me rappelle cette enquête de la CCI au moment des municipales, où ils vont interroger les chefs d'entreprise, ils vont interroger les cadres importants, hommes, femmes, d'un certain nombre de structures de l'agglomération rouennaise, je pense qu'ils l'ont fait un peu partout, et ils disent, mais qu'est-ce qu'il vous faudrait si vous vouliez venir vous implanter à Rouen, au Havre, etc., et si vous vouliez y rester durablement? On veut avoir
un bien-être, on veut pouvoir se balader en vélo, on veut pouvoir avoir des espaces verts, on peut pouvoir vivre sans pollution, on veut avoir des services publics de proximité. Voilà ce qui est demandé très majoritairement. Je crois qu'il y a des équipements vélos qui vont être organisés, financés. Ça a un peu surpris tout le monde à l'époque. Et puis d'un coup, le débat s'est fait un peu différemment. Il s'est fait sur les questions de la transition écologique. Parce que moi, ce que je souhaite pour le département, c'est qu'on soit numéro 1 de la transition écologique. C'est ça qui serait bien. C'est qu'on soit vraiment number 1, que les gens ne regardent pas vers Nantes, vers Caen ou vers une autre ville, vers Rennes, mais qui disent, tiens, Rouen, aujourd'hui, Le Havre, ce sont des villes, Dieppe, ce sont des villes où il fait bon vivre et on veut s'y implanter. Et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment qu'on travaille à l'échelle complète du département. Mais ce on sera pas aussi parce qu'il y aura pas moins de bouchons. Du coup, sur le contournement est, moi, je ne vais pas revenir sur ce qu'a très bien dit Christophe Bouillon sur l'autoroute à péage, parce que ce n'était pas ce qui était prévu il y a 50 ans. Et je tiens à dire ici que les successeurs de ce qui était il y a 50 ans n'ont pas été très bons. Parce que 50 ans pour essayer de faire avancer un projet, c'est très long. C'est la vitesse de la transition écologique du département vue par vous. On risque d'y être encore dans une cinquantaine d'années. On sait très bien qu'on a très peu de temps. Mais surtout, je tiens à le dire, M. Bélanger tout à l'heure a dit on veut avoir plus d'agriculteurs, plus de terres, essayer de les aider à la transition écologique de l'agriculture. Mais je rappelle que ce contournement va détruire des centaines d'hectares de terres agricoles, d'espaces agricoles, sans compter les forêts, créer 50 000 tonnes de CO2 par an supplémentaires. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les experts de l'État. Et surtout, je le dis souvent, il y a deux choses très importantes. Un, ce contournement, les contribuables normands, c'est nos marins, devront savoir qu'ils vont le payer 4 fois. 4 fois. La première chose... Non, Mme Boulanger, elle disait 2 fois. Non, mais je vais vous expliquer. Il y a un financement public. Il y a un financement public. Quand le département dit qu'il veut mettre 40 millions, c'est bien quelqu'un qui le paye, ça s'appelle du financement public. L'État, c'est du financement public. Il y a le péage, ce qui n'était pas prévu, un péage peut-être à 6 €. Et puis, il y a la redevance, si jamais le flux, le trafic n'est pas à la hauteur. Il y aura une redevance au concessionnaire. Et vous imaginez que quelqu'un va partir de Biorel pour venir à Saint-Sever en prenant le contournement, parce que le nombre de véhicules qui est prévu par le concessionnaire est très important. Je ne crois pas que les gens vont payer 6 € pour ça. Et dernière chose, les corrections sur l'environnement, parce qu'il y aura forcément des mesures compensatoires. On sait que sur l'Est, il y a la plupart des lieux de captage d'eau. Donc ça aussi, il va falloir y travailler. Ça va coûter très cher. Donc on va payer 4 fois, alors qu'une solution existe. Vous l'avez dit, Nicolas Meyer-Rossignol, qui, avec moi, a défendu une position contre le contournement Est pour l'élection municipale à Rouen, qui a été extrêmement majoritaire, le dit, il y a une possibilité de contourner aujourd'hui par l'Ouest. C'est aujourd'hui à l'étude, par le ministère. Oui, par l'Ouest, mais je finis là-dessus. Et surtout, par contre, ce qu'il faut travailler, et là je crois qu'on est tous d'accord, c'est les accès, notamment au sud, l'accès du pont Flaubert, où là il y a un vrai problème. Vous arrivez, vous voyez bien un peu la Seine, vous arrivez, il y a le rond-point, et pour reprendre la 13, vous êtes obligé de replonger vers les immeubles de Petit-Quevilly de Rouen. Alors qu'on a un espace aujourd'hui qui est complètement, qui n'appartient, enfin, c'est une friche. Honnêtement, il n'y a pas d'expropriation, il n'y a pas de terre agricole, il n'y a pas de forêt. Il suffirait de créer ça, et je crois savoir que tout le monde est d'accord pour le faire. Alors, sur quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, on met déjà des années et des années. Donc, faisons ça, essayons le contournement Est de Rouen, on économisera 1 milliard et on évitera 50 000 tonnes de CO2 par an et la destruction de terres agricoles et de forêts de manière extrêmement importante. Merci, M. Bérégovoy, merci beaucoup. Moi, je voudrais qu'on parte un petit peu à Dieppe aussi, parce que tout de même, comment concevoir des projets comme ceux-là, par exemple, tout en préservant les espaces naturels? Je pense que vous vous posez aussi la question, vous, avec l'éolien. Par exemple, ça aussi, ça fait partie des questions d'attractivité du territoire. Comment concilier énergie et l'éolien et préservation du littoral? Ça fait partie de vos préoccupations, Nicolas Langlois, ça par exemple? Sur le sujet de l'énergie, comme sur tous les autres sujets, sur les sujets d'aménagement du territoire, sur les sujets d'éducation, sur les sujets de transport, il faut démétropoliser notre département. On l'a bien vu, on a passé 10 minutes sur le contournement Est, comme si dans notre département, il n'y avait que Rouen. C'est pour ça que je vous parle de Dieppe. Je crois que notre département, mais comme la France, souffre d'un aménagement du territoire qui n'est pas équilibré, qui ne respecte pas les vies, parce que depuis tout à l'heure, dans la bouche d'un grand nombre d'intervenants, on entend les millions, les milliards. J'entends le représentant du Front National qui agite la dette, comme Bruno Le Maire le fait au ministre de l'Économie. Et derrière le chiffon rouge de la dette, c'est toujours moins de services publics et moins de solidarité. Est-ce que vous réclamez un moratoire, vous, par exemple, comme d'autres élus? Moi, je considère que toutes les formes d'énergie valent le coup, à une seule condition, c'est que la maîtrise publique garde la main et que l'intérêt général garde la main. Un projet éolien, comme celui au large du Tréport et de Dieppe, qui tire un trait
sur la pêche artisanale, la pêche locale, qui est une pêche responsable, c'est un mauvais projet. Et de la même façon, on est dans un département où l'énergie, ça compte avec EDF. Demain, un président de département devra dire au gouvernement, avec tous les parlementaires qui s'y opposent, de tous les bords politiques, avec tous les agents EDF et tous les usagers, que le projet Hercule est un mauvais projet parce qu'on va se tirer une balle dans le pied pour la transition écologique, on va se tirer une balle dans le pied parce que ce qui coûte sur le moyen et long terme sera public et tous les profits, je pense notamment à l'éolien, je pense notamment au photovoltaïque, eux seront redirigés vers le privé. Mais un mot quand même sur l'attractivité. Moi, j'aime pas bien ce terme-là. Je préfère qu'on parle des vies, parce qu'il faut parler des vies. L'attractivité, c'est ce qu'on lit dans les livres de grands sociologues ou de grands urbanistes parisiens. Mais dans nos territoires, moi je suis de Dieppe, on parle du contournement Est. Sur le nord du territoire, on aimerait que la RN 27 soit terminée. Mais surtout en Seine-Maritime, comme en Normandie, on aimerait avoir plus de chemin de fer. Tout le monde réclame davantage de trains parce que c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la sécurité routière. Et bien de la même façon que le département, quand il investit, il doit avoir en tête pas simplement les batailles politiciennes électorales parce que les élections arrivent, et j'ai en tête le contournement Est, en tête, mais d'investir pour que chaque vie compte. Et il y a des territoires tout autour de la métropole qui méritent plus d'attention parce que l'État s'en est désengagé et parce que les grands services publics s'en désengagent. En ce moment même, les trésoreries municipales sont déménagées de nos territoires. Et bien, un président de département, à quoi ça sert si ça ne dit pas à la Direction générale des finances publiques, ça suffit le déménagement de nos territoires. Très rapidement, M. Bélanger, pour répondre. Et puis après, c'est M. Penel, parce qu'on ne vous a pas entendu depuis un moment. Tout à fait. Pourtant, il y a des représentants de la République En Marche ce soir. Ils parlent 3 fois, ils parlent 2 fois avec la gauche. Je vais vous donner la parole, M. Penel. 30% des électeurs vont voter pour le Rassemblement national, mais on a bien vu en fait que tout ce petit monde était bien d'accord. Monsieur Penel, nous ne sommes pas là pour parler des appareils politiques, nous sommes là pour parler du département. C'est une réalité, les électeurs LR vont voter pour la République En Marche dimanche. Pourquoi voulez-vous mettre de la polémique en permanence? C'est une réalité. Nous sommes au département. Vous êtes dans l'hôtel du département. Tous les jours, nous nous intéressons à nos concitoyens. On ne se préoccupe pas des appareils politiques. Et croyez-vous, Monsieur Bélanger, que les électeurs sincères de droite ont envie de travailler avec Emmanuel Macron, ont envie de travailler avec un personnage qui, dans la réalité, abîme nos territoires. Il abîme la ruralité. Il ferme des écoles, il ne fait rien sur la sécurité. Mais c'est une réalité, je vous le dis. Monsieur Penel, revenons à l'essentiel. Je crois que beaucoup d'électeurs de droite se sentent trahis ce soir parce qu'ils s'aperçoivent au grand jour que la République En Marche est alliée malheureusement avec les LR. C'est pire qu'en PACA. En Seine-Maritime, c'est pire qu'en PACA. Il fallait le faire. Monsieur Bélanger. Bien. Monsieur Penel, Monsieur Macron s'occupe du régalien, nous nous occupons du terrain. Et vous allez appeler à voter Emmanuel Macron, tous ici, au 2e tour l'année prochaine. Mais ça n'a rien à voir, Monsieur Penel. C'est absolument désobligeant à l'égard des habitants de notre département. Nous sommes là pour parler... Ils attendent du concret. Nous sommes là pour parler du concret dans les compétences du département. Allons-y. Voilà. Nous sommes, Monsieur Langlois, nous parlions de l'énergie. Nous sommes un département d'énergie, une terre d'énergie. La responsabilité du président de département, c'est de faire en sorte que nous puissions poursuivre de façon la plus harmonieuse possible ces industries de l'énergie et de façon complémentaire. Monsieur Langlois, j'imagine que vous êtes favorable au développement des 2 tranches supplémentaires nucléaires à Penly. Dans le cadre d'un service public maîtrisé, oui. Et nous sommes d'accord. Il est important dans notre département que tout le monde soit d'accord pour porter ces 2 tranches supplémentaires à Penly. Pourquoi ? Pour l'indépendance énergétique et aussi pas une parce compétence que... du département, Monsieur Bélanger. Vous invitez à avoir un débat ici même, qui ne soit pas nationalisé, et vous êtes sur une compétence qui n'est pas... Monsieur Bouillon, le nucléaire, vous m'avez interrompu. est une compétence du département. Monsieur Bouillon, écoutez, merci de m'apprendre que le nucléaire est, depuis aujourd'hui, une compétence du département. Alors, ça va laisser finir M. Bélanger et après vous reprendrez. On va laisser finir M. Bélanger. Je croyais que la région était chef de file. Je ne vous ai pas interrompu, donc je vais vous rappeler. Mais vous dites à tout le monde que vous êtes là pour parler du département. Laissez-moi parler. Eh bien, dans ce cas-là, respectez les règles que vous fixez à vous-même. Allez-y, M. Bélanger. Respectez vos règles. Monsieur Bélanger, allez-y. Respectez vos règles. Allez-y. Et permettez-moi. Je vous permets, allez-y. Mais permettez aussi qu'on soit dans un cadre qui respecte un débat sur le département. Nous sommes consultés. Les départements sont consultés lorsqu'il s'agit de porter un projet aussi important. Et pourquoi nous sommes consultés ? Vous décidez du mix énergétique en France ? Mais non, c'est pas ça. Nous sommes consultés au même titre que la région, au même titre que les collectivités, parce que je ne vais pas vous apprendre qu'on n'impose pas
un équipement comme celui-là au territoire, qu'il y a des infrastructures à réaliser, qu'il y a des logements à construire. On est là complètement. Des personnes à former, on est connaît ça, complètement. tout ça. Mais voilà, monsieur Bouillon, Bouillon, la mémoire vous revient. La mémoire vous revient. Écoutez, n'essayez pas de polémiquer. Vous, non, attendez, vous êtes dans une attitude. Vous ne m'avez pas interrompu. Écoutez, vous êtes dans une attitude à dire pas de polémique, mais vous êtes sur un terrain polémique en permanence. Vous êtes 7, messieurs. Nous sommes, voilà, je termine. Nous sommes Allez-y, rapidement. Nous sommes complètement concernés par ce sujet énergétique. Nous sommes favorables à l'implantation de ces 2 tranches supplémentaires. J'espère que vous l'êtes également avec vos amis écologistes, bien évidemment. Pourquoi nous sommes concernés? Parce que aussi, c'est l'indépendance énergétique de notre département, c'est aussi la possibilité que nous aurons de pouvoir produire de l'hydrogène décarboné. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bon, Monsieur voilà. Penel. Donc tout ça, c'est important. Merci, Monsieur Bélanger. Merci. Je voudrais qu'on écoute Monsieur Penel sur l'attractivité. Un mot rapide sur le contournement Est. On va arrêter de dire que ouin-ouin, Monsieur Meyer-Rossignol, il est très méchant. Aujourd'hui, c'est le préfet qui a les cartes en main. Et le préfet, et le ministère. Le ministère, l'État, La République En Marche, Monsieur Macron. On a des représentants encore là ce soir. Il faut faire pression désormais sur le préfet. Parce que Monsieur le préfet dit tout simplement, il se lave les mains comme Ponce Pilate. En fait, ah ben non, comme la métropole, elle a dit non, ben on est désolé, en fait. On ne va pas pouvoir faire le projet. Mais ils ont abandonné la métropole de Rouen. L'agglomération rouennaise n'intéresse absolument pas la droite et La République En Marche. D'ailleurs, ils ne présentent même pas de candidat au départemental à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ils ont préféré faire un bloubli-boulga, c'est le terme, à Rouen, en s'alliant les LR avec La République En Marche pour laisser la gauche prendre la possession de l'agglomération rouennaise. Si la droite, avec une alliance intelligente avec le Rassemblement national dans le cadre de la localité, eh bien, nous aurions pu prendre la métropole et nous aurions pu faire un contournement Est qui, je vous l'accorde, est trop dispendieux dans la réalité où le tronçon eurois, et je pense à nos amis eurois, est inutile. Il aurait fallu le faire arrêter, en gros, au rond-point aux vaches. Et puis un deuxième aspect sur les aspects environnementaux. Vous avez évoqué l'éolien, mais c'est une catastrophe absolue. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui de ce qui se passe dans la ruralité de nos territoires? Vous quittez Rouen, vous faites 20 km, vous voyez des champs d'éoliennes. Et ce n'est pas fini. C'est une énergie coûteuse. Les Français, les Sénomarins payent davantage plus pour leur électricité. C'est une énergie intermittente qui ne fonctionne que très rarement. Et c'est une énergie profondément anti-écologique. Elle massacre nos territoires, elle massacre nos paysages. 800 tonnes de béton pour faire tenir un mât de 100 mètres, 5000 tonnes de béton en mer. On arrête quand? Alors on nous donne beaucoup de leçons pour sauver la planète. Vous savez, ceux qui sont en patinette, ceux qui sont en trottinette, on va chercher des légumes bio sur le marché et puis on a l'impression qu'on a sauvé la planète. Sauver la planète, c'est aussi sauver la ruralité de ces éoliennes qui artificialisent les sols et qui massacrent le paysage. Beaucoup de riverains se sont emparés de la question. Aujourd'hui, même Stéphane Bern, la population française s'est emparée de ce sujet. J'ai l'impression d'être véritablement le seul ce soir à combattre en fait ce fléau des éoliennes qui ne servent à rien. Ce n'est absolument pas une alternative. Ça sert surtout à engraisser les grandes firmes multinationales allemandes. Je suis d'ailleurs assez étonné que M. Bérégovoy ne s'en plaigne pas. Ces grands groupes allemands qui imposent à l'Union européenne et que l'Union européenne impose à l'État français et donc à nos collectivités locales d'avoir toujours plus d'éoliens. C'est une catastrophe pour nos territoires. Boissière, comment voulez-vous attirer des entreprises? Comment voulez-vous attirer des médecins, encore une fois, dans la ruralité? Vous avez déjà vécu à côté d'une éolienne? Est-ce que vous savez que c'est une catastrophe? Il va vous répondre, il ne nous reste plus qu'une minute pour que vous puissiez ensuite tous vous exprimer. Parce que je ne suis pas exprimé encore sur l'attractivité. Allez-y. Effectivement. Moi, ce qui m'inquiète un peu là, ce soir là, sur la teneur de ce débat, c'est que je me dis que les téléspectateurs qui nous regardent, ils doivent nous trouver très éloignés de leurs préoccupations du quotidien, et notamment sur le contournement Est. Parce que clairement, on a sacrifié ce projet au profit d'accords électoraux. Moi, je n'ai pas très bien compris, M. Bouillon, pourquoi vous n'étiez plus favorable à ce projet, alors qu'il y a moins de 2 ans, les élus socialistes étaient favorables au sein de cet hémicycle, rappelant... Expliquerait pourquoi Sébastien Lecornu n'est... Retirer ses... Je ne vous ai pas coupé, monsieur. Le gouvernement Macron. Allez-y, monsieur Boissière, il vous reste quelques minutes. Donc, voilà, je n'ai interrompu personne, je vous demanderai de faire des choses, s'il vous plaît. Donc voilà, donc moi je tiens à rappeler quand même notre attachement à ce contournement Est. Ce contournement Est, il est indispensable pour la qualité de vie de centaines de milliers d'habitants de Seine-Maritime qui chaque jour doivent supporter des embouteillages, des temps de trajet qui sont allongés. C'est des temps de vie, c'est des temps auprès de leur famille qui sont amputés chaque jour. Moi, on attend toujours ces fameuses propositions par la métropole. On ne comprend pas très bien ce qui va être fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à proposer. Ils ne proposent pas grand-chose, si ce n'est de laisser toujours encore plus des camions circuler. On a parlé de la sécurité, notamment de la sécurité industrielle.
il y a quelques années de ça, il y a eu un accident sur le pont Mathilde dont on se souvient tous. Voilà, vraiment, on a besoin de ce contournement Est pour enlever des camions au sein de notre métropole, pour qu'on puisse aussi repenser l'espace public. Parce que jusqu'alors, avec ce flot de véhicules, avec ce flot de camions, on ne peut pas penser nos boulevards, nos ponts qu'autrement que pour des circulations motorisées. Et effectivement, si on enlève des véhicules, si on enlève ces camions, on va pouvoir repenser ces espaces et pour notamment développer la pratique du vélo. On ne pourra pas parler de Lubrizol parce qu'on a tellement parlé du contournement Est et du reste qu'on ne pourra pas aborder Lubrizol parce que je voudrais que vous ayez chacun 1 minute pour vous exprimer, prendre le temps. Le débat touche à sa fin. Je vous donne la parole pour 1 minute pour défendre le thème de votre choix qui vous tient à cœur. On va procéder selon l'inverse de l'ordre alphabétique. On va commencer par vous, Guillaume Penel. Vous ouvrez le bal. Plus de 30 millions d'euros, c'est le coût des mineurs étrangers. Des mineurs qui ne sont absolument pas mineurs, parce que vous le savez, selon différentes études très sécurisées, près de 70% de ces mineurs sont en réalité largement majeurs. C'est un véritable scandale. L'État, il confisque en fait dans la réalité 35 millions d'aides au département pour alimenter des filières de migration, des mafias, des passeurs qui n'ont aucun scrupule, absolument aucun scrupule. Ces 30 millions, elles se font au détriment des enfants en situation de handicap, qui attendent désespérément des mois pour avoir une notification MDPH. Elle se fait au détriment des personnes seules et isolées. C'est un véritable scandale. Le département n'a pas vocation, et ils sont tous d'accord, parce qu'il ne fallait pas en parler ce soir. Ben moi, j'en parle. Ça coûte 2 milliards d'euros chaque année à la France. Ces gens-là ne seront jamais expulsés. Ce ne sont pas des mineurs. Et de la clarté, il en fallait ce soir pour dire que finalement, la droite, le macronisme, beaucoup de représentants ce soir, vous l'avez compris, ne reviendront absolument pas sur ce scandale. Avec le Rassemblement national, nous mettrons un terme à ce scandale qui confisque l'argent des gens qui souffrent et des gens méritants qui ont souvent travaillé toute leur vie. On a entendu. On va voir d'ailleurs en même temps quels seront les candidats qui se trouvent en même temps dans votre canton. On fait un peu la même chose que ce qu'on a fait en début d'émission. Ce sera la même chose pour tout le monde pour respecter, je vous le rappelle, au mieux l'équité dans chaque canton. Nicolas Langlois, c'est à vous maintenant. Un conseiller départemental, un président de conseil départemental, ce n'est pas qu'un coupeur de ruban. C'est avant tout quelqu'un qui est à vos côtés au quotidien, dans votre vie quotidienne, mais aussi pour mener des combats, pour l'école de vos enfants, pour le droit de vieillir dignement, pour l'aménagement du territoire équilibré, pour réhumaniser nos services publics. On a déjà un président de la République qu'on aimerait sortir, pas la peine d'avoir une majorité macroniste au niveau du département qui sera son complice. Mais surtout, dimanche 20 juin, à l'occasion du premier tour, dites-vous qu'on peut mieux vivre en Seine-Maritime. Si chaque vie, chaque commune compte, chaque territoire compte, aux côtés d'une région qui prend soin, on peut mieux vivre en se disant que demain sera meilleur qu'aujourd'hui parce que à chaque fois que l'austérité, à chaque fois que le chiffon rouge de la dette, à chaque fois que les tableurs Excel veulent faire entrer nos vies dans un carcan, alors nous souffrons plus. Demain, avec une gauche combative, républicaine, écologiste, vous ferez en sorte que le département soit bien ancré à gauche et que ça évite parce que ça a trop penché à droite et qu'on vive mieux enfin en Seine-Maritime. Merci Nicolas Langlois. On va regarder d'ailleurs en même temps quels sont également les autres candidats dans votre canton, le canton de Dieppe. De André Gauthier, vous aussi à Dieppe cette fois, sur un autre canton, c'est à vous. En 2015, nous avons pris des engagements vis-à-vis de vous. Nous les avons tous tenus. Parce que la gauche socialo-communiste au département avait ruiné notre département. En 2015, nous avons proposé cette alternance pour redresser la barre, pour faire en sorte que ce département puisse assumer ses missions de solidarité sociale, à l'égard des plus fragiles, mais aussi à l'égard des territoires. Nous avons tenu cette promesse, nous sommes fiers du bilan qui est le nôtre. Dimanche prochain, il faut continuer. Il faut continuer cette politique de solidarité à l'égard des plus fragiles, à l'égard des territoires, et cette bonne gestion qui nous a permis en effet d'être au rendez-vous de la crise et d'être au rendez-vous de nos missions. Aujourd'hui, un certain nombre de représentants se défaussent, se trompent d'élection, parce qu'ils n'ont rien à dire sur le département, parce qu'ils ne connaissent pas le département, ils ne connaissent pas cette réalité locale qu'est le département. Alors ils nationalisent le débat. Ce n'est pas l'élection de dimanche,
dimanche, vous élisez des conseillers départementaux de proximité. Merci André Gauthier. On va regarder également quels sont les candidats cette fois dans le canton de Dieppe 1 auquel vous serez opposé. Maxime Boissière, c'est à vous pour La République En Marche. Oui. La crise sanitaire que nous vivons, elle est venue nous rappeler notre besoin de solidarité. Avec Ensemble la Seine-Maritime, nous portons un projet profondément humain pour que le département soit toujours plus solidaire. Avec Ensemble la Seine-Maritime, nous renforcerons l'accompagnement de nos aînés en développant notamment les EHPAD hors les murs. Avec Ensemble la Seine-Maritime, nous serons aux côtés des aidants, nous leur devons. Et nous construirons pour cela 3 maisons de répit au sein de notre département. Avec Ensemble la Seine-Maritime, nous ferons de l'insertion et du retour à l'emploi une véritable priorité en accompagnant plus fortement les bénéficiaires du RSA. Vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur notre équipe pour faire de notre département un département toujours plus solidaire. Les 20 et 27 juin, votez pour les candidats Ensemble la Seine-Maritime. Merci beaucoup Maxime Boissière. On verra tout à l'heure le canton dans lequel vous êtes candidat quand ce sera au tour de Jean-Michel Bérégovoy, puisque vous êtes dans le même canton tous les deux. Christophe Bouillon, c'est à vous. Nous voulons une Seine-Maritime qui protège les plus fragiles, vraiment, qui protège notre environnement, maintenant et résolument, qui protège notre économie, notre agriculture, notre pêche intelligemment, qui protège nos collégiens sérieusement, qui protège nos aînés respectueusement et qui protège notre patrimoine passionnément. Nous voulons faire de la Seine-Maritime l'un des départements les plus inclusifs de France. J'attache une importance capitale à la question du handicap. Le regard que l'on porte à cette question qualifie la société que l'on veut. Je ne supporte plus de voir la situation des familles abandonnées au moment de la rentrée scolaire. Je partage la colère des familles ballottées d'institution en institution, d'établissement en établissement et qui vivent un véritable parcours de combattants. Je veux la pleine citoyenneté pour les personnes en situation de handicap. L'accès au droit, à la formation, à la culture, au sport, à l'emploi doit être renforcé. On ne peut pas faire dans la demi-mesure. Il faut accorder les moyens qu'il convient. C'est aussi cela, une Seine-Maritime qui protège. Merci Christophe Bouillon. On va regarder également les candidats qui sont en liste dans le canton de Barentin et qui s'opposent à vous. Maxime Boissière, ce n'était pas le canton de Jean-Michel Bérégovoy, c'était celui de Guillaume Penel tout à l'heure. On va le regarder peut-être, Maxime Boissière, dans le canton de Rouen 3 cette fois pour être tout à fait complète. Jean-Michel Bérégovoy, c'est à vous maintenant pour les Verts. Moi, je n'avais pas prévu de dire ça, mais je suis obligé de réagir à ce qui a été dit par M. Penel. Vous avez 1 minute. Juste à côté, là, il y a une salle qui doit s'appeler Pierre Bérégovoy. Cette salle Pierre Bérégovoy, elle porte le nom de quelqu'un que j'ai bien connu, que vous avez bien connu, certains d'entre vous. Et son père était un clandestin venu d'Ukraine. Quelques années plus tard, il donnait naissance à un homme qui allait devenir un Premier ministre et qui a connu la fin que vous connaissez. Il faut se rappeler de l'histoire de France glorieuse qui a été faite parfois par les clandestins. Ces clandestins de la vie, ces clandestins de l'histoire, ces clandestins de notre histoire qui fuyaient la guerre, la misère, etc. Sur ma conclusion proprement dite, 6 ans. Les 6 ans à venir, je l'ai dit tout à l'heure, vont être déterminantes pour savoir ce qu'on veut faire de notre territoire et finalement ce qu'on veut faire de la planète. Et comment, ça a le rôle que nous devons avoir, nous les écologistes, en entrant pour la première fois dans ce département, faire en sorte d'agir en même temps pour les fins de mois et en même temps pour la fin du monde. C'est la transition écologique qui le permet, une transition solidaire qui permettra effectivement de faire en sorte que les aînés et les jeunes soient au cœur de nos problématiques. Merci beaucoup Jean-Michel Bérégovoy, candidat dans le canton de Rouen 2, tout comme les autres candidats que vous allez voir apparaître maintenant. Enfin, pour finir, Bertrand Bélanger, c'est à vous, président sans étiquette sortant de ce département. Merci. Eh bien, écoutez, depuis 2015, nous travaillons au sein d'une majorité soudée, unie. Nous travaillons au service de nos concitoyens de la Seine-Maritime. Nous avons redressé les comptes du département qui était dans une situation absolument apocalyptique, sans augmenter les impôts, bien évidemment, puisque nous avons tenu nos engagements. Sans les efforts réalisés par le département depuis 6 ans, nous n'aurions jamais été en capacité de faire face à la crise sanitaire. Nous n'aurions jamais été en capacité de préparer le département à la relance. Alors avec Ensemble la Seine-Maritime, nous continuerons de protéger nos concitoyens et tout particulièrement les plus fragiles et les plus vulnérables. Avec Ensemble la Seine-Maritime, nous continuerons d'accompagner nos concitoyens tout au long de leur vie, depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge le plus avancé.
Enfin, avec ensemble la Seine-Maritime, nous encouragerons, nous continuerons d'encourager celles et ceux qui créent de la valeur, celles et ceux qui permettent de retrouver la dignité. Vous pouvez compter sur nous, nous comptons sur vous. Merci Bertrand Bellanger. Et en même temps, nous allons également regarder quels sont les autres candidats dans le canton de Mont-Saint-Aignan dans lequel vous vous présentez. Merci à tous vraiment d'avoir joué le jeu de ce débat démocratique et de nous avoir aussi accueillis dans cet hôtel du département de Seine-Maritime. Merci à vous de nous avoir suivis et d'un département normand à l'autre. Je vous passe maintenant la main, mon cher Laurent Marville. Bonsoir Laurent.